dire aux agences de com et Google AdWords, c'est cool parce que je comprends rien à Google AdWords et que j'avais vraiment besoin. J'aimerais bien comprendre. Tu vas voir, en sortant, tu vas tout comprendre. Bon, on va commencer doucement, si ça vous botte, hein, si vous le voulez bien. Donc, alors, Google AdWords. Tac. Alors, forcément, s'il te plaît, sois gentil. Voilà. Donc, la première question qu'il faut se poser, c'est Google AdWords, c'est quoi? C'est la régie publicitaire de Google. Ça représente 90% de leur chiffre d'affaires dans le monde. Et quand vous savez le volume qui dégage, ça vous laisse une vague idée de l'ampleur du système, d'accord? Donc, le principe de régie publicitaire, c'est que ça vous payez pour être visible, d'accord? C'est le principe, hein, c'est ce que vous faites quand vous payez un panneau d'affichage dans la rue pour être affiché dessus. Vous passez par une régie publicitaire, généralement, qui vous vend cet emplacement. Là, c'est une énorme régie publicitaire, c'est une usine à gaz, qui a une petite particularité, c'est qu'elle fonctionne sur un système, tout est basé sur un système d'enchères, d'accord? C'est-à-dire que pour pouvoir afficher votre annonce au-dessus de quelqu'un d'autre qui a mis une annonce dans le même domaine, il faut payer un peu plus, d'accord? Ou feinté par diverses astuces, mais en tout cas, le système le plus courant, c'est ça. C'est je veux être au-dessus de toi, je vais mettre 1, 2, 10 centimes, 1 euro, 10 euros de plus. Voilà. Le système a été créé en 2000 et à la base, c'était juste de l'annonce de recherche, ce que vous avez là, sans les choses en dessous. Et ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Il y a énormément de canaux dans AdWords, on va en parler. Mais globalement, vous pouvez afficher 3 choses sur AdWords. Du texte, à travers des annonces comme ça, du visuel, de l'image et du bloc animé, et de la vidéo. D'accord? C'est les 3 choses que vous pouvez afficher. Derrière, vous pouvez faire la promotion de divers produits, et il y a des sous-ensembles, mais c'est les 3 générales. Bon, en même temps, c'est la plupart des canaux visuels. Alors, j'avais envie de vous donner quelques chiffres pour que vous vous rendiez compte de pourquoi AdWords, en tant que régie publicitaire, aujourd'hui, sur le marché français, c'est un incontournable. Le premier, c'est 93%, c'est la part de marché de Google sur les moteurs de recherche en France. Okay, il y a 6% qui restent, non, 7%, et c'est réparti entre Bing, qu'on a 2,7, c'est celui qui en a le plus, et je crois que derrière, il y a Firefox, si je dis pas de bêtises. Non, je vous dis une bêtise. Je ne sais plus, c'est pas grave, on s'en fout. Toujours est-il, c'est que quand vous vous dites que vous captez 90% du trafic avec un moteur de recherche, celui qui vous dit ah oui, nous on fait un peu Google AdWords, mais surtout, faut pas négliger les autres, Bing, etc. C'est un trou du cul. Parce que c'est pas que Bing ne sert à rien, c'est juste que c'est hyper contextualisé aujourd'hui. Bing, vous allez le trouver dans la plupart des grosses entreprises ou dans la plupart des sociétés. Les particuliers, eux, c'est Google, ils ne cherchent pas. Par contre, ça veut dire que si demain vous cherchez à cibler principalement des professionnels, Bing est tout indiqué. Même si vous pouvez le faire par Google et qu'aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises travaillent avec leurs solutions, y compris la G Suite. 80% des internautes considèrent que les annonces Google AdWords répondent à leurs besoins. Alors ça, c'est une étude qui était vachement intéressante parce que on se dit, faire de la pub, aujourd'hui on en reçoit partout sur le web. Dès qu'on visite un site, on se retrouve avec des pop-up dans tous les sens qui nous agressent et qui nous sautent dessus. Merci AdBlock. Mais en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le système est conçu pour permettre un ciblage relativement poussé. Donc, a priori, vous ne montrez à vos utilisateurs que des annonces qu'ils ont choisies ou qu'ils ont envie de voir puisqu'elles correspondent à un besoin. Et ça, c'est important. C'est qu'on ne va pas chercher, avec le digital en général, contrairement à un panneau publicitaire que vous avez dans la rue où c'est monsieur, madame, tout le monde qui va passer dessus. Alors, on peut cibler en fonction de la situation géographique du panneau, etc., certains types de catégories. On sait qu'on ne va pas toucher les mêmes personnes avec un panneau à Péronne et un panneau au milieu du 16e arrondissement. D'accord ? Mais là, non seulement vous payez pour ce que vous utilisez, pour des clics ou pour un volume d'impression, on en parlera tout à l'heure, c'est un volume de vue de votre annonce, d'accord ? Mais en plus, vous pouvez aller cibler de manière très précise votre utilisateur au moment où il en a besoin. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne dit pas à votre client, monsieur le client ou pour votre entreprise, on va payer une annonce qui va rester là, vous allez la payer le même prix le jour, la nuit, etc. Alors que peut-être que vos utilisateurs, ceux qui vont vous intéresser, ils passent entre 8h et 9h du matin. C'est tout. Avec Google AdWords, on a la possibilité d'aller cibler ces gens-là.
Donc c'est une économie, parce que forcément si on paye que pour s'adresser au bon public, si l'annonce est bien construite, eh ben, ça évite de déborder tout simplement et d'aller chercher autre part. Ça va pour le moment, je suis clair? Sinon... 52% des utilisateurs cliquent le plus souvent sur des résultats sponsorisés par Google AdWords. Alors c'est très drôle parce qu'il y a une autre statistique qui dit qu'à peu près le même volume d'utilisateurs, en fait ils n'arrivent pas à faire la différence entre les annonces et les recherches SEO. Vous savez, quand vous arrivez dans Google, vous avez le carré d'or, qui est les 3 premiers résultats de recherche, qui est un nombre d'accords tout en haut. Et parfois, alors ça dépend comment est configuré votre bloqueur de fenêtre, mais vous avez parfois les annonces qui viennent se superposer au-dessus. Et la plupart des utilisateurs, ils ne font pas la différence. Pour eux, ils vont cliquer sur le site d'un de vos concurrents, qui va peut-être être basé à 150 km d'ici, alors qu'ils vous cherchent vous et qu'ils cherchent un truc super précis, parce qu'ils ne font pas la différence. Alors, en même temps, Google joue dessus, c'est-à-dire que sur leurs annonces, on l'a vu sur la toute première slide, il y a juste le petit sponsorisé vert à droite, c'est tout. Parce que ça, c'est une obligation légale, et qu'on leur a cassé les pieds, parce qu'avant, c'était pas aussi clair que ça. Et avant, elle était jaune, et ils se sont rendus compte qu'il y avait moins de clics, donc ils l'ont passé vert, comme ça, on emmène plus d'utilisateurs. Donc, ça vise aussi à vous rassurer sur le fait que voilà, les utilisateurs ne faisant pas la différence cliquent dessus, et bon, ça représente quand même 52%. Il faut savoir que cette statistique, elle est en baisse, d'accord? Ça représente de moins en moins d'utilisateurs qui cliquent sur les liens sponsorisés, entre guillemets, en ne sachant pas que ce sont des liens sponsorisés. Parce que la population vieillissante, entre guillemets, vous avez les plus jeunes qui arrivent et qui, eux, sont un peu plus familiers de ce genre de technique et qui, du coup, ils sont moins sensibles. Donc attention, c'est à prendre en compte quand vous établissez une stratégie marketing, parce que si vous ciblez des utilisateurs relativement jeunes, vous aurez plus de mal à les capter par AdWords. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut dire que ce sera plus difficile. Et ça, c'est à prendre en compte. Bon ben voilà, 53% des utilisateurs cliquent sur les annonces Google AdWords quand ils sont dans une démarche d'achat. Ça, c'est pour ceux qui font du commerce électronique. C'est quand même super intéressant. Ça veut dire qu'une annonce payante sur 2, d'accord, ça génère du clic et un achat au bout. C'est ça que ça veut dire en fait. Un clic sur les annonces AdWords quand ils sont dans une démarche d'achat, c'est-à-dire je sais pas, je cherche à acheter un super stylo Vededa, je vais taper sur Google. Déjà, il y en a 50% qui font pas la différence entre du résultat natif et de la recherche payante, qui sont deux choses différentes. Et la personne qui au bout du compte va faire un achat, dans la moitié des cas, d'accord, c'est grâce à une annonce AdWords. C'est quand même une donnée qui est vachement pertinente parce que ça veut dire que quand on se lance dans du commerce électronique, avec cette donnée-là, vous savez que vous avez un client sur 2 qui au final va finir par acheter, il va passer par AdWords. Donc c'est un peu plus pratique d'être dessus. Pas dans tous les cas, encore une fois, mais dans beaucoup. Hop. Alors, il faut qu'on parle le même langage, d'accord? Parce qu'il y a un certain nombre de terminologies techniques qu'on utilise avec le système Google AdWords et Ads en général, qu'il faut intégrer. Ça sera plus simple, y compris si demain vous faites appel à un prestataire pour qu'il évite de vous, comment dire ça gentiment, de vous saouler avec des termes techniques, vous n'allez rien y piper, au final vous ne saurez pas faire la différence entre une campagne pertinente et s'il vous prend pour un pigeon. Ça aide de savoir de quoi on parle. Donc, le CTR, c'est le rapport clic-impression, hein, c'est pas compliqué, c'est par exemple un CTR de 50%, c'est quand je tape une recherche sur Google, 50% des utilisateurs vont voir mon annonce et ne pas cliquer dessus, et les 50% autres vont la voir et cliquer dessus. D'accord? C'est clair? Le coût par clic, comme son nom l'indique, c'est la stratégie d'enchère dont on parlait tout au début, d'accord? Parce que un clic, ça coûte de l'argent, d'accord? Ça a beau cliquer 1 centime, ça coûte de l'argent quand même. Donc, le CPC, on en parle systématiquement en fait parce que c'est on va dire que c'est l'ensemble de ces données qui vont nous permettre de dire si une campagne est pertinente ou pas. Parce qu'avoir des clics qui coûtent trop cher, si vous avez bon avoir un bon CTR, vous allez vite éclater votre budget. Donc l'idée, c'est que le CPC, on essaie toujours de le tirer vers le bas, tout en ayant de la qualité de conversion derrière. Le CPA, c'est le coût par achat, d'accord? C'est combien je dépense dans AdWords pour générer une vente, d'accord? Le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Donc ça, c'est une petite donnée qui est un peu particulière qu'on retrouve sur plein d'ads comme Facebook, etc. Où en gros, vous ne payez pas pour du clic, vous payez pour de la vue. C'est quand vous êtes dans une démarche de notoriété, souvent qu'on utilise ça, ou en gros, ou alors vous la laissez tourner
en campagne de fond pour vous faire un peu de notoriété. Mais en gros, c'est dès que 1000 personnes vont voir votre annonce, vous allez payer X centimes ou X euros. D'accord ? Donc, c'est une stratégie qui est à prendre avec des pincettes parce que c'est pas une stratégie pour convertir. C'est pas pour générer de la vente à la fin. C'est vraiment pour générer de la notoriété. C'est extrêmement difficile de générer de la vente avec du CPM. Le ROAS cible, c'est le retour sur les dépenses publicitaires cibles. C'est un peu chiant, mais en gros, c'est... on en parle assez rarement. C'est difficile d'expliquer plus que ce qui est écrit concrètement. Mais pour 1 euro dépensé, j'essaie de définir un pourcentage qui va me permettre de rentabiliser mes campagnes. Il est un peu compliqué ce truc-là. Mais bon. Mais a priori, vous n'en avez pas... Enfin, on en a... C'est assez rare. On peut choisir en fait de créer des campagnes avec du ROAS cible, mais c'est extrêmement rare. On y reviendra après si vous voulez. La conversion, c'est une action définie concrétisant un parcours client. J'ai pas mis d'achat, parce que la conversion, c'est un tout. La conversion, vous allez l'utiliser, par exemple, vous avez un site vitrine, vous avez envie que vos clients vous envoient un formulaire, écrivent par votre formulaire de contact et vous envoient un mail, ou que vos clients vous appellent, vous pouvez mettre en place ce qu'on appelle un suivi de conversion, d'accord ? Donc ça se fait par Google Analytics, qui est un système développé par Google pour permettre une analyse poussée d'un site web et des habitudes de l'utilisateur, d'accord ? Mais vous pouvez le définir. Donc pour vous, votre conversion, ça peut être, c'est le bout d'un couloir de conversion, c'est une vente. La plupart du temps, dans le commerce électronique, c'est une vente. C'est une inscription à de la newsletter, c'est du formulaire de contact, c'est du mail, c'est plein de choses. D'accord ? Ou ça peut être une action définie sur un site. Exemple, je souhaite que mes clients voient ma nouvelle vidéo ou ma nouvelle carte de vœux. Et ben, concrètement, on met en place une conversion et on dit à Google, écoute, si l'utilisateur il fait ça, mission accomplie, c'est réussi pour moi. D'accord ? La conversion... c'est pas de l'achat, mais ça, en fait, une fois que vous avez défini votre conversion, ça devient votre coût par achat. D'accord ? C'est-à-dire, je sais pas, j'ai envie que mes clients, arrivant sur mon site web, cliquent sur le bouton et puis m'appellent, d'accord, depuis leur téléphone portable. Je vais définir sur mon site un objectif de conversion autour de ça, et en fait, ça se couple avec AdWords, vos conversions, d'accord ? Et ça va devenir mon CPA. Donc, en gros, je vais avoir la possibilité, plus tard dans AdWords, de filtrer et de donner des objectifs pour que, je sais pas, mon appel me coûte, je sais pas, 4-5 euros par exemple. D'accord ? C'est clair ou j'en ai perdu ? Non. Ça va ? C'est plutôt cool, parce qu'une fois qu'on a fait ça, après vous allez voir, ça va tout seul. Donc, les axes de diffusion. Je vous ai dit, il est assez complet, l'ami AdWords. Aujourd'hui, vous avez le réseau de recherche, display, mobile, application, shopping, vidéo, Gmail. Pour synthétiser, le réseau de recherche, c'est, je vais sur Google, je tape une requête, je sais pas, je cherche un salon de coiffure à Amiens, par exemple, et c'est les résultats de recherche qui apparaissent là, d'accord, avec la liste au fur et à mesure. Ça, c'est le réseau de recherche. Et vous avez des annonces payantes dessus. Le display, je vais sur le site de mon magasinier préféré, par exemple, lire un article sur, je ne sais pas ce qui constitue l'actualité en ce moment, mais sur un article d'actualité, et je vois soit un pop-up, soit un petit bloc qui est inséré à droite, par exemple sur le côté du site, comme ça, avec une image. Par exemple, j'ai été il n'y a pas longtemps sur Amazon, et j'ai souhaité acheter une nouvelle montre, et je retrouve cette montre dans mon site, sur le côté, avec la possibilité de cliquer dessus et d'être redirigé vers le site. Ça, c'est de l'annonce display, couplé avec du shopping. D'accord ? Mais en gros, c'est ça. Vous pouvez faire soit une simple photo, soit vous pouvez créer des bannières animées, enfin, c'est assez rigolo. Le mobile et l'application, c'est très spécifique. Généralement, c'est un microsystème, d'accord, en termes de fonctionnement. Il faut vraiment le voir comme ça. Et ça vise à tout simplement créer une publicité qui va viser à installer une application ou faire de la publicité pour généralement une application, mais pas que, sur le système de Google Play. D'accord ? Mais encore une fois, c'est un microcosmos, c'est spécifique. On peut créer également des campagnes, d'accord, des campagnes AdWords qui soient spécifiques pour le mobile. D'accord ? Ça marche notamment quand vous souhaitez faire des campagnes avec de l'appel. Derrière, les gens vont appeler de leur téléphone portable. C'est assez rare qu'ils le fassent depuis un fixe. Donc, on peut choisir de dire à Google, je ne souhaite que mon annonce ne soit diffusée que sur les téléphones portables, qui vont faire une recherche sur Google. D'accord ? Avec des critères d'annonce qui sont spécifiques au mobile. Le shopping, clairement, c'est une usine à gaz quand vous faites du e-commerce.
Google a eu la très bonne idée il y a quelques années de créer un comparateur, bon ils ont pris un gros tacle à cause de ça, mais un comparateur de tarifs. Vous l'avez déjà remarqué quand vous tapez le nom d'un produit dont vous avez besoin, il vous sort les images et il vous met les prix en dessous. D'accord? Ça c'est leur comparateur. Et en gros vous pouvez payer pour être dans ce comparateur et pour faire surtout remonter vos fiches produits directement. Et non pas une annonce textuelle avec, je sais pas, le nom de ma dernière montre, sa description, et quand je clique je vais sur le site. Avec son image, ce que c'est et son prix. Voilà. Globalement, aujourd'hui, nous qui gérons des campagnes tournées sur, justement sur du shopping, c'est généralement 50% du chiffre d'affaires, shopping, quand on arrive à être dessus, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est un canal, si vous vendez des produits sur votre site, il faut en passer par là, à condition que ça respecte les règles de Google. C'est pas compliqué à mettre en place, vous pouvez le noter, il faut passer par un truc qui s'appelle le Merchant Center, d'accord, et qui vous donne la possibilité de créer ce qu'on appelle un flux, dans lequel vous allez implanter un code sur votre site qui va faire remonter vos produits automatiquement dans le Merchant Center et dans les annonces shopping de Google. Quand vous créez votre campagne, et voilà. La vidéo, c'est quand vous arrivez sur YouTube ou sur des plateformes affiliées, vous commencez à regarder une vidéo et que vous avez une pub qui arrive au milieu ou tout au début de la vidéo, c'est ça. D'accord. Du coup, vous payez généralement à la vue, vous pouvez, je crois, payer au clic aussi. Voilà, la durée de visionnage. Et depuis pas longtemps, ils ont lancé Gmail. Alors Gmail sur la version gratuite, tout ce qui est G Suite, ce n'est pas concerné. Mais en gros, maintenant, vous avez la possibilité de cibler vos utilisateurs en leur envoyant, en affichant, alors c'est du display, si je ne me trompe pas, et également des espèces de mails qui remontent dans Gmail spécifiquement. C'est assez particulier, c'est adapté sur certains, c'est ça, c'est adapté pour vraiment certains cas, parce que c'est vite intrusif quand on commence à taper là-dedans, et il y a un peu de retour, mais c'est assez spécifique, on ne l'utilise pas partout. Les plus courants, vous pouvez le noter, c'est réseau recherche, display, shopping, et ponctuellement du mobile. Voilà. C'est globalement ce qu'on utilise le plus dans des campagnes, dans 80% des campagnes. C'est bon ? Alors, la première étape, quand on veut faire de l'AdWords, c'est de se dire, c'est définir son budget. Donc ça, souvent, vous le savez. Vous savez que vous voulez mettre de l'argent tous les mois dans AdWords, mais si on veut que ça fonctionne, il faut fonctionner à l'envers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver et se dire, je veux dépenser tant dans AdWords. On le verra dans une étude de cas que je vous les ai mis plus tard. Il faut définir combien vous pouvez dépenser, jusqu'à où vous pouvez dépenser pour être rentable sur la vente de votre produit. D'accord ? Ou sur votre volume de contact. Ça marche on va prendre beaucoup d'exemples liés au e-commerce parce que c'est plus facile, mais ça marche aussi quand vous faites des annonces pour votre entreprise pour que les clients vous appellent. Les deux sont tout à fait possibles. Combien je suis prêt à dépenser pour recevoir un appel ? Sachant que l'appel en général que vous allez recevoir, derrière, vous pouvez assez vite tomber sur votre taux de concrétisation, puisque vous prenez 10 appels, vous regardez combien vous avez signé derrière, et puis ça vous donne globalement votre taux là-dessus. Mais donc, quel est mon prix de revient, d'accord ? Du coup, combien je peux dépenser en matière de publicité ? Est-ce que c'est 3, 5, 10 euros pour vendre mon produit ? C'est variable en fonction de toutes les entreprises. Les personnes qui font du e-commerce avec des paniers moyens d'une trentaine d'euros, généralement sur la pharmacie ou de la parapharmacie, n'ont pas du tout les mêmes types de fonctionnalités que des gens qui vont vendre par exemple des terrasses ou du bâtiment ou des choses beaucoup plus chères entre guillemets. Généralement ils ont beaucoup plus de marge. Et c'est super important à prendre en compte parce que vos concurrents, ils ont aussi plus de marge. Donc ils vont se permettre d'aller chercher l'enchère qui va passer au-dessus de vous et puis qui va leur permettre de concrétiser la vente. Donc jusqu'à quel CPA pouvez-vous aller ? Commencez avec un budget test d'environ un quart du budget maximum parce que AdWords, il faut y aller par étapes. Il faut savoir que le robot a un temps d'apprentissage pour vos campagnes. Au moment où il les met en place, il y a un petit peu de temps avant qu'ils deviennent vraiment performants et en fait il va s'affiner au fil du temps. D'accord ? En fonction des habitudes qu'il va détecter chez vos utilisateurs, le robot va petit à petit cibler de manière de plus en plus précise les utilisateurs et du coup votre CPC va baisser. Ça c'est bien. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous passez à je vends quoi, comment. Alors je vous ai mis deux indications, d'accord ? C'est gratuit, ça me fait plaisir. C'est pas des valeurs absolues, mais c'est des dénominateurs communs par rapport à un certain nombre de clients qu'on a pu gérer. On a remarqué que généralement on était dans ces tendances-là.
Je vends de la prestation de service, par exemple, aux professionnels, de la prestation de service en général. Je vais mettre 50% de mon budget sur du réseau de recherche, 25% sur du display, 10-15% sur du Gmail, 10% en vidéo si j'ai de la vidéo, et le reste sur du ponctuel. D'accord? Si je fais du e-commerce, je mets en moyenne, d'accord, 45% de mon budget sur du shopping, 35% sur de la recherche, 15% sur du display et 20% sur du divers ponctuel. D'accord? Généralement, en fait, au début, le divers ponctuel, il a moins que ça, il tourne plutôt à 5-10%, et on met plus sur le shopping. Parce que le shopping, c'est de l'instantané. Dès le premier mois, vous savez combien vous avez vendu, combien ça vous a coûté, où vous en êtes. Et généralement, c'est la solution la plus rentable quand on fait du e-commerce. Donc, encore une fois, ne le prenez pas comme des valeurs absolues, mais c'est un indicatif si vous vous dites, moi j'ai un budget AdWords, je veux lancer ma campagne, mais je ne sais pas comment me positionner. En faisant ça, généralement, vous retombez à peu près sur vos pattes et vous êtes à peu près équilibré sur votre CPA. D'accord? Pas de questions? Écoute. Alors, comment je lance mes campagnes? Ça, c'est important. Vous avez diverses solutions pour lancer des campagnes aujourd'hui. Vous en avez 2 gratuites et 2 payantes. Alors, je fais appel au programme Google AdWords. Ça, c'est un truc qui n'est pas super connu, qu'ils ont mis en place déjà il y a quelques temps. Où en gros, vous tapez Google AdWords, vous les appelez, d'accord? C'est un 0800 basé à Dublin, vous allez voir, c'est rigolo. Et il y a plein de Français, ils sont adorables. Et en gros, ils vous prennent par la main, ils vous aident à créer vos campagnes et ils vous aident à les administrer pendant 2 mois. C'est pas beaucoup, mais c'est pas mal déjà. Ça vous évite d'avoir à payer quelqu'un pour le faire. Ils font du bon boulot, c'est des experts agréés en plus qui font ça, donc c'est vraiment des gens compétents, c'est gratuit, et puis voilà. Le truc, c'est que par contre, c'est limité dans le temps. Donc au bout de généralement 2 mois, ils vous redirigent vers des professionnels agréés. D'accord? Mais ça vous permet déjà d'avoir des campagnes qui tournent, ça permet déjà d'avoir des petites rentrées de chiffre d'affaires quand ça fonctionne, c'est assez pratique. Je lance quoi moi-même avec AdWords Express. Ça concerne plutôt les TPE, vraiment les toutes petites entreprises ou les PME qui ne sont pas forcément sujet AdWords et qui veulent bidouiller. Je suis fleuriste, tout ce genre de choses. J'ai pas envie de me prendre la tête à mettre un gros truc en place. Ils ont créé une solution simplifiée qui s'appelle AdWords Express, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, qui enlève tout un paquet de fonctionnalités que vous avez dans AdWords, mais qui ne vous sont pas utiles si vous voulez créer une campagne sur le réseau de recherche, juste avec Fleuriste Amiens par exemple, ma description, 2-3 extensions d'annonce, mon titre et point. Donc c'est une solution qui est assez pratique. Ensuite, je fais appel à une agence certifiée. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué dans la somme. Pour le moment, il n'y a que nous. Après, vous en avez une sur l'île et vous avez Énergie, mais parce qu'ils mettent ça en place sur d'autres trucs avec leurs clients. Donc voilà. L'agence certifiée ou le professionnel certifié, c'est... Alors, vous n'êtes pas obligé... Je me mets une épine dans le pied, mais vous n'êtes pas obligé de passer par eux. Vous pouvez passer par une autre agence ou un autre professionnel. C'est simplement que nous, si on s'est fait... L'agrément, il est chiant possible à passer. D'accord? C'est un volume de chiffre d'affaires sur de l'AdWords, c'est de la qualité de campagne, du format, de la formation du personnel, c'est tout un tas de bordel qu'on se fait chier à faire pour que vous soyez sûr que quand vous travaillez avec un professionnel certifié, vous avez un gage de sérieux derrière, de savoir-faire. C'est des gens qui ne gèrent pas une campagne. Ils en gèrent déjà un certain nombre. Où je recrute un responsable advertising, elle est violente cette solution, elle fait mal. Sachant que c'est 2000 bruts par mois pour un profil junior, c'est adapté sur des structures qui ont fait l'objet d'une levée de fonds et qui n'ont pas envie de dédier leur budget à une agence certifiée parce qu'ils ont besoin de plus de réactivité, d'avoir quelqu'un sous le coude 24/24. Ça peut être une bonne solution, mais voilà, quand vous êtes dans une démarche de start-up ou une entreprise qui est déjà bien installée et qui décide de mettre les moyens pour passer sur Internet, là oui, il n'y a pas de problème. C'est plus intéressant généralement financièrement en fonction du budget que vous mettez dedans. Généralement, ça dépend de ça en fait. Pour des tout petits budgets, les 2 premières sont amplement suffisantes. Pour des budgets moyens, l'agence c'est très bien ou le professionnel certifié. Et quand vous avez des très gros budgets, généralement vous travaillez avec un responsable d'advertising. C'est clair? Les bonnes pratiques. Alors, il y en a quelques-unes, parce qu'on me l'avait demandé lors de la dernière conférence, sur qu'est-ce que je peux mettre concrètement en place pour que ça se passe bien lors de mes campagnes. Respecter les règles Google AdWords. Alors, ça, je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Vous allez voir la longueur des pavés qu'il y a, en fonction des secteurs dans lesquels vous vendez. C'est pas compliqué, renseignez-vous avant en fait. Avant d'aller commencer à faire créer des campagnes, assurez-vous que vos produits et la manière dont vous les distribuez
ça va avec leurs règles. Parce que nous, on a un client plutôt qui, juste avant de commencer à travailler avec nous, avait eu la surprise, quand on était encore en phase de discussion, parce que il avait une parapharmacie en ligne, pas sur Amiens, et il s'est retrouvé bloqué du jour au lendemain. Donc il avait 3000 produits, et il s'est retrouvé avec 350 produits qui ne correspondaient pas aux règles. Parce qu'il était passé à travers la maille du filet pendant 1 an, puis un jour le robot il est passé, il vous change tout, il n'y a plus rien qui fonctionne, plus une campagne, c'est fini. Quand vous vous faites taper par le robot, surtout dans le shopping, c'est ultra douloureux, parce que tout votre flux de produits est bloqué, vous ne pouvez plus rien vendre. Donc je ne vous dis pas la perte de chiffre d'affaires que vous avez dans ces conséquences-là, et vous n'avez pas 50 solutions. Il faut supprimer les produits du site. Vous ne pouvez pas les supprimer du flux, dire oh on triche, on les laisse sur le site, machin, non, il faut les supprimer du site, sinon vous ne pouvez pas revenir. Le site, il marche. Ouais. Une campagne par secteur d'activité. Alors ça c'est des règles de fonctionnement, d'accord, parce que souvent on ne sait pas trop comment se danser, on crée des campagnes, puis après on crée des sous-campagnes, puis on met des mots-clés, mais on ne sait jamais combien faut en mettre, comment ça se goupille, donc je vous ai mis, c'est encore une fois, c'est pas des règles absolues, mais en moyenne c'est comme ça que ça fonctionne. Une campagne par secteur d'activité, je vous donne un exemple, chez Youcom on a 3 secteurs, l'audiovisuel, le web et le conseil, on a une campagne par secteur. Donc on a 3 campagnes, avec derrière des annonces, donc 3 annonces par campagne, qui correspondent grosso merdo à votre nombre de produits. Vous en créez 2-3 par produit, c'est l'idéal. Une dizaine de mots-clés par annonce. Alors ça sert à rien de faire des annonces avec j'ai retrouvé avec des comptes comme ça, avec des kilomètres de mots-clés, parce que le robot sera moins performant. Il ne faut pas en mettre non plus juste 2, 3, 4, parce que là, il n'a pas assez de matière pour travailler. Mais une dizaine, c'est déjà pas mal, entre 10 et 15 généralement mots-clés, ça permet d'être plutôt efficace, et d'avoir un robot qui a suffisamment de matière pour aller taper sur des mots-clés autres que ceux sur lesquels seront vos concurrents. Vous avez un outil qui est intégré à Google AdWords, si vous allez voir, qui s'appelle le planificateur de mots-clés. Je ne l'ai pas mis dedans, on en parlera dans une prochaine conférence dans laquelle on fera vraiment du technique, mais qui permet en fait, vous rentrez votre site, vous rentrez quelques idées de mots-clés, il vous en propose d'autres. Et il vous met en gros les CPC à côté. Le coût par clic des mots-clés. Du coup, vous gagnez comme ça, jongler et mettre des CPC moyens. Généralement, c'est sur les mots-clés très concurrentiels. Et des CPC un peu plus faibles sur des mots-clés qui vont être peut-être un peu plus à côté ou un peu plus alambiqués, mais qui vont fonctionner aussi. Enrichir les annonces avec des extensions. Les extensions d'annonces, c'est par exemple, je tape... Par exemple, je cherche un coiffeur sur Amiens, j'ai une annonce qui remonte, donc j'ai mon titre, on en a parlé ensemble, le lien du site, une courte description, et derrière je peux l'enrichir. Donc je peux mettre quoi? Je peux mettre des extensions de prix, par exemple avoir un petit bloc carré qui va dire que ma coupe homme elle est, je sais pas, 17 € par exemple. Je peux mettre une extension d'appel, d'accord, qui est connectée à votre Google My Business et qui va aller chercher le numéro de téléphone pour que la personne, si elle est sur son portable, elle clique dessus, elle vous appelle directement. C'est pratique. Vous pouvez en mettre plein. Vous pouvez mettre une extension d'itinéraire aussi, par exemple, l'utilisateur clique dessus, ça ouvre Google Maps et puis ça l'emmène directement à votre boutique. Ça peut être pratique aussi. Enfin, enrichissez, vous irez faire un tour et puis vous regardez tout ce qu'il y a, mais enrichissez au maximum vos annonces parce qu'elles prennent plus de place. En fait, c'est ça l'astuce. C'est-à-dire, on en fait des plus grosses, comme ça les autres qui en ont des toutes petites, on clique un peu moins dessus. Et ça ne vous coûte pas forcément beaucoup plus cher. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que derrière, vous laissez passer 3-4 mois de campagne, vous allez regarder vos extensions d'annonces et vous regardez ce qui marche bien. Parce que des fois, vous avez des annonces qui tournent moyennement, par contre, vos extensions, elles cartonnent. Les gens arrivent, tout de suite, ils font tous de l'extension d'appel, ils cliquent tous sur l'extension d'appel. Dans ces cas-là, vous gagneriez à faire une campagne spécifique mobile pour de l'appel, vous utiliseriez mieux vos CPC. Et avoir un support de qualité, un support final de qualité. Alors ça, c'est super important parce que souvent les gens se disent ouais bon, j'ai un site qui est pas trop mal, d'accord, mais je vais faire lancer de l'AdWords, ça me permettra de vendre, puis voilà. Sauf que ça, c'est votre premier frein. AdWords, au bout d'un moment, il ne faut pas oublier que ça vous apporte juste du trafic. C'est pas un outil miracle. Les gens, s'ils arrivent sur votre site et que l'expérience utilisateur elle est pourrie, qui s'y retrouvent pas, que c'est pas lisible, que c'est pas moderne, que c'est pas rapide, ils s'en vont. Vous les emmènerez jamais au bout de votre couloir, parce qu'une fois qu'on les a tirés sur le site, il ne faut pas oublier que si vous faites de la vente en ligne, il faut que les gens ils lisent votre description de produit, qu'ils soient contents, que le visuel leur inspire confiance, que le prix leur aille, qu'ils ajoutent au panier,
qu'ils aillent dans le panier pour continuer les achats, qu'ils créent un compte, qu'ils s'inscrivent, qu'ils rentrent leur adresse de livraison, qu'ils payent, si le site il est pas pratique, ça va les saouler, ils vont s'en aller, ils iront voir ailleurs. Ils iront sur Amazon, il y a du one-click. Hein. Donc c'est beaucoup plus simple et moins prise de tête. Donc vraiment, il y a un énorme travail à faire à ce niveau-là. Généralement, c'est pour ça que je vous ai donné des termes techniques au début. Vous vous souvenez du CPC et du CTR? Je crois que je l'ai mis après. Ouais, le CTR. Je vous ai donné un indice pour vous dire si oui ou non ça marche vos campagnes. D'accord? Un CTR d'inférieur à 1%, c'est pas moi qui les donne, ces données, c'est Google. Inférieur à 1% sur vos campagnes, c'est votre campagne, elle a un problème, elle ne marche pas bien. Il y a un souci quelque part. Sauf sur du display. Parce que le display, l'idée, c'est de faire du volume d'impression, pas forcément du volume de clics, mais donc vos CTR sont généralement plus faibles. Mais attention, hein, c'est très simple d'avoir des CTR de plus d'1% sur le display. Mais généralement, ça ne marche pas trop. Un plus de 1%, c'est correct, ça marche plutôt bien. Et 1,5%, c'est très bien. Donc donnez-vous aussi ça vous donne, plutôt que vous dire est-ce que ma campagne marche bien, est-ce que j'ai mal configuré un truc, vous gardez ces données-là, vous dites je suis à 1,35%, voilà, ma campagne elle fonctionne correctement. C'est pas parfait, c'est toujours mieux faire, mais ça fonctionne. Sur les données à prendre en compte dans l'analyse du site, donc normalement on va partir du pied où vous êtes ultra moderne et vous avez tous installé Google Analytics sur le site. Oui, et du coup c'est très simple d'accéder à ces données, mais donc les données à retenir, c'est la vitesse du site. Si votre site charge, met trop de temps à charger, donc il vous le dit, vous donne des indices, c'est un problème. Votre taux de rebond, alors le taux de rebond, on demande souvent ce que c'est. Je suis utilisateur, j'arrive sur le site, wow, c'est joli, je m'en vais. Ça c'est le taux de rebond. Plus votre taux de rebond est faible, mieux c'est. Un taux de rebond correct, plutôt bon même, c'est 30%. Un taux de rebond moyen, c'est 50%. Au-dessus, il y a un problème quelque part. Donc il faut regarder, et ça va forcément avec la donnée qui est juste en dessous, qu'on regarde juste après le taux de rebond, c'est la durée moyenne des sessions. Combien de temps mon utilisateur passe en moyenne sur mon site? Parce que, si ça se trouve, vous avec le taux de rebond, souvent on se dit, ouais donc ils arrivent, ils s'en vont. C'est pas forcément vrai. En regardant la durée moyenne des sessions, vous allez vous apercevoir par exemple que votre utilisateur, il passe 25 secondes sur votre site. Et derrière, il s'en va, sans concrétiser d'action. Donc c'est juste que la page sur laquelle il arrive n'a pas su le convaincre ou lui apporter la réponse à son besoin pour aller plus loin. Les données démographiques, géographiques, c'est juste simplement pour vérifier que les utilisateurs que vous ciblez, c'est bien ce que vous apportez sur votre site. Et le parcours utilisateur, on l'évoquait, s'il y a trop d'étapes, en regardant le parcours utilisateur, vous voyez à quel moment vous l'avez perdu et à quel moment il faut faire quelque chose. Quoi. Généralement avant, mais ça vous dit, voilà, je peux aller jusque-là et après, grosso modo, c'est un peu pourri. Ça va, c'est clair? Toujours pas de questions? Bon, c'est bien. On va faire une étude de cas. Parce que c'est quand même vachement plus pratique et surtout, vous allez voir comment est-ce qu'on peut se mettre dans le système avec l'entreprise Tartampion qui est un éminent client. Enfin, on a fait un mix. C'est un cas réel, hein, que je vous mets. C'est simplement qu'on a changé le nom de la boîte et puis on a contextualisé le truc un petit peu autour. Donc, c'est un monsieur qui avait... donc, on a imaginé que qui est un magasin de pièces auto, qui décide en 2015 de se lancer sur un site e-commerce, d'accord, qu'elle fait faire, une entreprise qui a un peu de budget, donc elle a pu quand même s'offrir un beau site, avec un budget de 350 € par mois. C'est pas mal. C'est généralement ce qu'on recommande à nos clients quand ils nous disent vous avez un budget idéal pour commencer AdWords. 350 € par mois généralement. On a déjà un petit peu de résultats. Ça permet de tâter le truc et de voir comment est-ce qu'on fait. On peut être à moins, mais quand vous faites du réseau de recherche et du shopping par exemple, c'est bien. Quand vous faites du display, le display vous pouvez mettre 50 € par mois. Des fois c'est suffisant. Et il n'a aucun ROI. C'est un monsieur qui dépensait 350 € par mois sur son ad et qui ne faisait aucune conversion par AdWords. Il avait du chiffre qui rentrait sur son site, lié à son référencement naturel, lié à un petit peu ses réseaux sociaux, mais rien. Et pourtant, il avait du volume de clics. Hein. On va le voir. Donc, on a fait un audit sur ce monsieur, on a regardé des choses intéressantes, mais déjà son CTR était à 2,5%. Vous allez me dire, mais c'est formidable! Il avait des campagnes qui déchiraient du feu de Dieu. Sauf que, on verra après que ce n'est pas une donnée systématique à prendre en compte. C'est un indice, mais pas dans une phase d'audit.
Il avait une politique tarifaire 30 à 40% sous le tarif du marché. Donc ça, c'est un monsieur qui nous a dit, oui, mais comme ça, vous vous rendez compte, je fais mieux que les gros. Bon, il margeait pas hein, sur ces produits, il était même ça, sur certains, il était à perte. On a une politique tarifaire 30 à 40% sur plein de produits, c'est pour ça que je suis le moins cher, je devrais convertir. Les gens se disent, putain, c'est le moins cher, je vais aller acheter là-bas. Ok, d'accord. Durée moyenne passée sur le site de 25 secondes, justement. Donc les gens étaient sur le site, ils venaient, ils s'en allaient pas tout de suite. Donc c'est qu'ils lisaient la description, il se passait quelque chose. Une campagne shopping seulement en configuration de base, un tunnel d'achat à 7 étapes. Entre le moment où j'arrive sur le site et le moment où je paye, il y a 7 étapes. C'est pas énorme déjà, c'est plutôt correct. Un CTR de 2,5 et un CPA sur le peu de ventes qu'il avait fait, parce qu'au final, je vous dis qu'il avait aucun ROI, c'est pas vrai. Sur 2 mois, il avait fait 2 ventes. Donc 42 € pour un moyen, donc voilà, il dépense 42 € en pub, hein, et les gens achètent en moyenne pour 30 €. Il perdait de l'argent, monsieur. Donc, alors, les actions concrètes qu'on a pu mener, d'accord, pour amener une amélioration. Bon, déjà, on lui a fait aligner ce tarif sur 5% max en dessous des tarifs du marché. Pourquoi? Parce qu'être le moins cher, c'est pas toujours un argument. Pour les gens qui ont fait des études de commerce ou qui sont des commerciaux invétérés, on vous le dira, le prix, c'est une caractéristique. C'est pas toujours une motivation d'achat et c'est pas systématiquement la principale. C'en est une, mais ça s'argumente. Donc, je vais préférer payer, et ça, c'est des données qui existent, 10, 15, 20% de plus pour aller s'acheter sur un site que je connais. Exemple, Amazon, parce que ça me rassure que je connais, que j'y suis déjà allé, que je sais que ça marche bien, et qu'ils ont une super politique de SAV, ça, ce qui est vrai. Plutôt qu'aller commander sur une boutique qui vend le produit 30% en dessous du tarif du marché, moi, ça me fait peur, hein. Je me dis, je ne le connais pas, comment il fait? Alors tous les autres sont dans un mouchoir de poche, pour être 30% en dessous, il y a un problème. Je vais avoir une merde, je ne vais pas pouvoir envoyer mon produit, là, ça va bien se passer, il va disparaître dans la nature un beau jour. L'optimisation des fiches produits et de la vitesse du site, bon, le site est un petit peu lent, mais au-delà de ça, surtout les fiches produits avaient des petits soucis de lisibilité, de clarté dans le discours, et un petit peu d'optimisation SEO, donc ça c'est toujours positif. On a mis 60% sur le shopping, 30% sur la recherche, 10% sur le display. Shopping pour vendre, recherche pour faire de la vente additionnelle et draguer des prospects qui cherchaient plus un site dans l'automobile pour vendre des pièces qu'acheter un produit directement, qui n'avait pas encore de produit bien défini, et 10% sur du display pour faire de la notoriété, avec du CPM. Donc l'idée c'était de faire, on le fait toujours, on fait en moyenne 150 000 impressions par jour, d'accord, ce qui n'est pas énorme en soi. Mais en tout cas, voilà, il inonde sur la région qui l'intéresse, et puis comme ça, au moins, il est visible. Restructuration des campagnes, forcément. Un tunnel d'achat qu'on a réduit à 5 étapes, d'accord. On en a enlevé 2. En fait, on a simplifié le truc de manière relativement pratique. C'est quand on a simplifié la procédure d'inscription. Quand les gens arrivaient dessus, ils se connectaient par Facebook ou par Google, compte créé, et ça pré-remplissait les informations de livraison. Donc, quand même relativement pratique. Et une augmentation du budget d'ads par 2. Il a hurlé quand on lui a parlé de ça. Tu vois, le client, vous avez passé de 350 à 900 € par mois. Oh, il est mal à mes fesses. Mais bon, il nous a dit, ok, on teste. Et on testait sur 3 mois. Et au bout de 3 mois, on a un CTR en baisse, mais en même temps, il était mal ciblé, le CTR. Donc c'est clair que tu avais un super volume, mais qu'à côté, de toute façon, baisse du volume de clics de 35%, c'est que le ciblage n'était pas bon. Durée moyenne des sessions passées sur le site à 45 secondes. Forcément, les gens achètent. Donc quand ils achètent, ils passent plus de temps. 140 conversions par mois, maintenant. Donc ça, c'est voilà, avec un chiffre d'affaires d'environ 4K, donc 4 000 € par mois TTC. Un CPA qui est redescendu à 5,45 € pour un panier moyen à 30 €. C'est bien. Il marche quasiment à 2 sur ses produits. Il a les frais d'envoi, mais qui ne lui coûtent pas très cher, parce que ce n'est pas toujours des grosses pièces, et sur certains types de produits, il les fait payer. Donc, voilà, ça c'est un monsieur qui est content, parce qu'il a enfin un site qui sert à quelque chose et qui lui rapporte de l'argent. Alors c'est pas énorme, on n'est pas dans des volumes insane, mais il faut se dire qu'avec 900 € par mois, il est tout petit par rapport à ses concurrents. Tout petit. Pour vous donner un indice, son deuxième concurrent qui est sur le quart nord de la France, qui est un peu plus gros, lui, son budget AdWords, c'est 45 000 € sur 3 mois. Ah ouais, on se bat pas dans la même cour. Donc voilà, il y a un moment où en fait, il faut vous dire une chose, c'est que ça a beau être un système d'enchères, le système est fait quand même un petit peu pour favoriser ceux qui dépensent le plus. Donc, et dites-vous qu'il y en a qui dépensent énormément.
Et énormément, c'est ça. On a un autre client qui est dans la parapharmacie sur Internet. Son plus petit concurrent derrière, c'est 75 000 € tous les 3 mois d'AdWords. Voilà. Il est arrivé avec un budget de 1000 balles par mois à côté, donc on va pas se battre, monsieur le client, là, on peut pas... Donc l'idée, c'est par contre d'avoir été se placer sur des produits qui étaient peu ou pas représentés chez le concurrent, sur lesquels il n'était pas placé, tout simplement, pour aller lui piquer des parts de marché là-dessus. Mais on ne fait pas de miracle, hein, sinon. Voilà, ça c'est un graphique que je vous ai sorti de ce qui s'est passé. À partir du moment où on a commencé à intervenir, d'accord, donc là on a le volume de clics, le volume de conversion, là c'est quand il a fait 2 ventes, il était content. Et donc le CPC, le coût par conversion est un peu faussé parce qu'il prend sur toute la campagne, et forcément vu qu'il y a une optimisation derrière, ben, voilà. Mais globalement, vous voyez qu'il avait un CPC moyen qui était super haut, d'accord, un volume de clics qui n'était pas trop mauvais, et qui même sur d'autres campagnes était plus haut que ça. Et en fait, on a fait chuter son CPC, donc son clic lui coûtait moins cher. Du coup, on a une légère hausse du CPC, mais qui n'est pas si énorme que ça. Par contre, on a un ciblage qui est beaucoup plus précis. Et forcément, les conversions suivent derrière. Ok? Bon. Votre tour. Sachant que, comme je disais, on s'est basé sur une étude, sur vraiment comprendre comment AdWords peut être utilisé, plus que sur comment faire. On verra ça lors d'une prochaine conférence, vous êtes les bienvenus. Mais déjà, j'espère que vous avez compris comment ça s'implémente dans une stratégie marketing. Sachant qu'il ne faut jamais oublier qu'AdWords, ça doit jamais représenter 100% du budget que vous investissez dans votre communication Internet. D'accord ? Il ne faut pas oublier que vous avez vos réseaux sociaux, Facebook, vous avez Facebook, Twitter, Instagram, bon, vous avez plein. Vous avez votre SEO qui vous rapporte des clients, mine de rien. Et vous avez des canaux annexes qu'il ne faut jamais négliger. Mettre toutes ces billes sur AdWords, c'est une bêtise parce que le jour où vous vous retrouvez en défaut, où vos campagnes sautent, fini. Plus de chiffre d'affaires, plus un quart. Et là, ça fait mal. Donc, construisez-vous une base à côté. Oui, au début, c'est vrai que c'est assez facile. Hein, il faut diversifier. Oui, il faut se diversifier. Au début, c'est compliqué parce que on va pas se mentir, c'est l'un des systèmes sur lequel vous connaissez le plus rapidement votre retour sur investissement. Donc au début, ça va représenter peut-être 80% de votre budget, tout au début. Mais après, il faut le faire baisser. Et idéalement, dans un monde de bisounours, si ça représente 35% du budget global, c'est bien. Voilà. La lecture d'AdWords, la manière de comprendre, de maîtriser, etc., elle est aussi claire sur leur site que ce que vous venez de dire, ou il faut vraiment... Non, ils font les choses bien quand même, c'est relativement clair. Par contre, c'est plus long pour aller trouver l'information. Parce que là, on a fait un condensé pour essayer de mettre toute la stratégie en place, et eux, c'est un poil plus éclaté. Donc voilà. Mais globalement, vous allez retrouver les mêmes informations dans la globalité. Eh ben, j'ai été super clair. Non, pas de questions sur comment mettre ça en place dans vos projets? Non, moi j'ai une autre question. Le graphique, l'espèce de bilan là, que vous avez affiché, ça c'est l'analyse de Google ou c'est vous qui avez cumulé toutes les infos pour en faire un graphique? C'est un mélange des deux. C'est-à-dire que Google a mis un super truc en place qui s'appelle Data Studio et qui, une fois qu'il est couplé avec votre AdWords, vous permet de sortir des rapports de statistiques en temps réel, personnalisés et relativement poussés. Parce que ça, c'est que la première page. C'est un rapport qui fait 10 pages, qui est mis à jour chaque jour, automatiquement, et dans lequel le client a toutes ses données. Il a ses budgets, il a les meilleurs produits qui sont vendus, sur quel type de clientèle, il a toutes ces infos dedans en fait. Donc le plus long c'est de le construire, mais il y a des rapports prédéterminés sur ce truc-là. Et c'est vachement plus lisible. C'est une question que je me pose toujours, mais quand le roi Merlin paye le nom de le roi Merlin pour des AdWords, je trouve ça pertinent ou... Enfin moi j'ai le sentiment que c'est bête, mais c'est super intelligent. C'est vrai que au début tu te dis mais c'est stupide, je vais générer du clic, je vais leur éclater leur truc, parce que leurs concurrents le font. Mais ils s'appellent pas le roi Merlin leur concurrent. Parce que tu vois juste en dessous dans le non payant, ils sont premiers aussi. Ah mais ils trichent quand même. Hein. C'est super. En fait, oui, surtout sur leur nom, mais c'est super courant. Déjà, il y a deux choses différentes. Souvent, le parcours d'utilisateur n'est pas forcément le même quand tu arrives depuis AdWords et que tu cliques dessus. Tu as un autre parcours à part.
bon, peut-être pas sur le roi Merlin, mais généralement, en fait, tu te retrouves face à des concurrents qui vont écrire le roi Merlin, même si le nom de marque est déposé, tu peux feinter. Hein. Parce que oui, Google bloque. On a fait une campagne pour Citroën il n'y a pas si longtemps, pour un groupe qui en a plein sur la région Nord, et on s'est retrouvé un petit peu... c'était compliqué au début, parce qu'il faut demander au ciel l'autorisation d'utiliser le nom de la marque. Sauf que tu peux feinter, par exemple, en rajoutant un N à la fin, ou un 2O, ou ce genre de choses. Et c'est une pratique qui est super courante, hein, d'aller se placer sur le nom de ses concurrents et en rentrant dans ses mots-clés. Du coup, tu captes leur trafic et tu fais de la conversion de ton côté. Donc oui, ils font ça, ça leur coûte de l'argent, mais c'est une notion de protection. Est-ce que ça peut apparaître comme un défaut dans l'utilisation d'AdWords ou pas? Ouais, ça arrive qu'on prenne des tags, c'est pas systématique. Hein. Encore une fois, le robot, il a beau être ce qu'il est, on passe énormément à travers sur beaucoup de choses. Par contre, le jour où vous prenez un taquet, ils peuvent faire du bannissement de Google AdWords. Et la recréation de compte n'est pas toujours une solution quand ils se mettent à faire des trucs comme ça. C'est pas conseillé d'utiliser les failles. Alors, si, il ne faut pas se mentir, il faut en profiter tant qu'on peut. C'est simplement qu'il ne faut pas le mettre dans la description de l'annonce. Quand vous créez votre annonce, évitez autant que possible d'aller mettre le nom de votre concurrent pour lui piquer ses clics. Par contre, dans les mots-clés que vous rentrez, il n'y a rien qui vous interdit de mettre le nom de votre concurrent pour aller apparaître dessus. Généralement, le CPC, il est plus faible en plus. Donc si on peut draguer du clic qui sont aux autres... Si, de toute façon, ils le font. Ça compte pas le faire. Bon, pas quand vous êtes tout petit, mais voilà. Ok. Merci. Tu conseilles 4 à 5, enfin une dizaine de mots-clés par campagne. Or, le moteur d'AdWords, il n'arrête pas d'en balancer des dizaines et des dizaines en amélioration. Donc, la bonne technique, c'est effectivement de ne pas l'écouter quand il propose des mots-clés qui semblent pertinents. Pas systématiquement. Des fois, oui. Et sinon, si tu en proposes plein qui te semblent super pertinents, crée une autre campagne. Moi, pour faire très peu d'expérience sur la question, mais il y a aussi beaucoup de choses qui toi te paraissent pertinentes, mais ne le sont pas pour tes clients. Et c'est pas ce qu'ils t'aiment. Et donc souvent tu prends offre immobilière, qui doit sans doute être hyper demandé, hyper concurrentiel. Si toi tu recherches une maison, tu vas pas forcément taper offre immobilière. Pas forcément le premier mot qui te viendra à l'esprit, quoi. Généralement location, vente, et c'est ces mots-clés-là qui coûtent extrêmement cher. Il y a des fois, vous avez des CPC sur certains trucs qui sont à 10 €. 10 € le clic. Vous avez intérêt à être assuré sur derrière votre taux de retour. Mais des fois, c'est très rigolo de se mettre dessus parce que vous vous rendez compte que sur 10 clics, vous avez peut-être 3 demandes que vous avez vraiment concrétisées, que c'est des mots-clés qui ont une vraie valeur ajoutée. Attention, pas systématiquement. Tu peux le changer régulièrement, les mots-clés. Tu les changes quand tu veux. Tu fais un B. Oui, idéalement, la B-testing, c'est la bonne solution. C'est prendre les mots-clés, en mettre une base, et puis vous squeezez les autres, après vous réactivez. De toute façon, c'est la meilleure stratégie à adopter sur la durée avec AdWords. Ce qui est valable aujourd'hui n'est pas forcément dans 6 mois, puisque vous avez une question de saisonnalité sur plein d'affaires, y compris sur les moteurs de recherche. En juillet et août, il faut savoir que par exemple, la plupart du temps, les CPC baissent, parce que il y a moins de clients et donc beaucoup de secteurs squeeze ou baissent leur budget AdWords. Donc c'est plus simple de repasser au-dessus. C'est pas systématique, il y a des secteurs où c'est complètement l'inverse, mais ça arrive. Mais ouais, donc faites de la B-testing, c'est plus simple. Le site il est vraiment pourri pour gérer les campagnes AdWords. Ils disent qu'il faut utiliser une appli qui existe à côté, qui marche mieux pour créer les campagnes et gérer les campagnes que le site. Moi je le trouve pourri et je trouve qu'il y a un... Alors, tu as vu la nouvelle interface ou pas? Ouais, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Nous, on l'a, l'appli, on l'a testé. Très franchement, je préfère le site parce que, en fait, je te dis peut-être une bêtise, j'espère que c'est pas le cas, mais il me semble que tu retrouves pas toutes les fonctionnalités dans l'application. Après, dans l'appli mobile, non. Et sur les applis qui sont développées à côté, il manque certaines fonctionnalités. Notamment toute la partie outils qui vient se plugger avec AdWords. Non, t'as le système de recherche des mots-clés d'optimisation? J'ai pas essayé l'appli justement, je suis resté sur la version web. Ouais, moi je recommande la version web. C'est vrai qu'elle est. La nouvelle, elle est bien foutue plutôt. J'ai eu justement les conseillers AdWords et le mec il avait dit que c'est bon, on fait le ménage dans une campagne et virait tous les mots-clés et tout, mais j'ai dit mais vous avez pas les mêmes outils que moi parce que vous n'avez pas pu faire ceci. Mais non, il y a l'appli qui existe, on peut gérer en lot, c'est plus simple, etc. Je dis ouais, il faudra que je l'essaie. L'appli effectivement, mais c'est. Quand on a une dizaine ou une vingtaine de mots-clés que tu veux virer. En fait, pour faire ça. Non, c'est généralement très utilisé pour les personnes qui font du multi-compte. Ouais. Et encore, le système n'est pas trop mal foutu aujourd'hui, puisque nous, on gère tout depuis l'interface web. Mais si tu fais du multi-compte, ça peut être plus simple. Et la nouvelle version, franchement, pour 90% des personnes, ça va. Mais
je t'invite à tester, ça peut être pratique, mais je crois par contre que tu n'as pas tous les outils dedans. Et ça confirme. Sérieusement, on va tirer il y a un gros travail aussi sur la qualité de l'annonce, qui fait qu'un contrepartie plus cher que ton concurrent ne va pas forcément te mettre en meilleure position que lui si l'annonce derrière n'est pas de meilleure qualité que et de moins bonne qualité que la tienne. Alors la notion de qualité effectivement est un poil moins importante depuis la nouvelle version, elle l'est toujours énormément. Je comptais en parler mais vraiment sur l'aspect technique parce que ça dépend vraiment de la manière dont on construit ton texte d'annonce, etc. Mais il a raison, c'est-à-dire que c'est une notion à prendre en compte. Vos annonces ont une note de 0 à 10, si je ne me trompe pas. Et en gros, le moteur de Google va dire, en fonction de la pertinence du texte, de si vous allez mettre des majuscules en début de mot, des extensions d'annonces que vous allez mettre dessus, et du public à qui vous vous adressez en fonction des mots-clés, la pertinence de l'annonce. Et quelqu'un qui a une note par exemple de 5, même s'il met, il devra mettre beaucoup plus d'argent entre guillemets que son concurrent pour apparaître sur les mêmes mots-clés. Parce que Google va dire, lui il a une annonce qui est plus pertinente, qui répond plus aux besoins de l'utilisateur, donc on va le mettre en avant prioritairement. Et donc c'est pour ça que surtout quand on se bat dans des mouchoirs de poche, de 1 à 2 centimes sur de l'enchère, parce que c'est ça les enjeux, c'est très courant que les personnes qui ont des meilleures qualités d'annonce repassent devant vous. Et des fois, vous vous dites, putain, fais suer quoi. Il est devant moi, pourtant, on voit le même truc, je mets plus cher, entre guillemets, il est devant moi. Donc, c'est une donnée à regarder. Et effectivement, c'est important. Mais je compte en parler après. Il y a une vraie baisse de clics en fonction du premier, du deuxième, du troisième, parce que je sais que dans les résultats, c'est quasiment 50, 30, 40. Ils sont dans... tu parles en termes de volume d'utilisateurs ? Ouais. Quand les premiers, on est vraiment premiers. Les deux premiers sont beaucoup cliqués, tu as une vraie perte à partir du troisième. Et forcément, ça implique les recherches SEO qui sont derrière, qui chopent encore moins de volume de clics que les autres. C'est ça, si tu fais baisser dans la page. C'est ça. Mais encore une fois, ça dépend du secteur. Si tu t'adresses à des professionnels, surtout si c'est des jeunes professionnels, ils vont avoir le réflexe de squeezer les annonces et de redescendre en dessous. Et donc le SEO a toujours son importance et c'est toujours pas un truc à faire sauter, entre guillemets, et à dire, je m'en fous. Sur ce positionnement, tu bouges pas mal quand même dans les 3 premiers résultats d'annonce, puisqu'ils cherchent à optimiser justement à faire griller le budget de tout le monde. Après, un coup t'es premier, un coup t'es troisième, un coup t'es deuxième. Mais tu peux lui imposer d'être à une position par contre. Dans la méthode de ciblage, tu peux lui dire je veux être en première solution. Bon, tu vas payer plus, mais tu peux lui dire que tu veux être par exemple uniquement dans les 2 premiers ou dans le carré d'or et pas par exemple te retrouver en bas de page. Donc ça peut être une solution de ciblage dans certains cas. Encore une fois, ça dépend du business model. Si tu peux te permettre de mettre plein d'argent dans ta publicité, oui, pour avoir une vente derrière. Si c'est pas le cas, fais suer de faire ça quoi. Autant des fois passer en bas et générer une vente où ton panier moyen sera peut-être un peu plus important parce que l'autre va pas cibler forcément ce client-là et puis voilà. Généralement c'est plus pertinent. Moi c'est l'inverse, mais donc là ils sont chers parce qu'il n'y a pas beaucoup de recherche. En fait, les enchères sont chères pour passer. En fonction des mots-clés, tu gagnerais à plus faire un travail sur le référencement en fonction du tarif de tes mots-clés. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas, etc. C'est des choses qui viennent se grouper. C'est pour ça que les réseaux sociaux peuvent être un biais super intéressant à côté. Parce que là, sur les réseaux sociaux, ça existe et ça marche plutôt bien aussi. Il faut faire gaffe aussi aux termes de recherche en recherche exacte. Typiquement, nous on est sur le logiciel service client. Ouais. Au début, on n'avait pas l'expression exacte. Clairement. Et je me tapais en clic et en AdWords qui montait en free service client ou service client. Les gens tapent ça et en ressortaient quand même. Et on a même des appels, puisqu'il y a notre numéro de téléphone, on a même des appels téléphoniques. Oui, je cherche un mobile free. Alors que c'est logiciel service client. Ça sort web to contact, votre logiciel de prospection service client avec le numéro de téléphone, ils ne regardent même pas. Et là, ils cliquent. Ça compose, ça appelle. Ah, ils appellent. C'est cool, mais bon, dis-toi que ça va encore tant que les mecs t'appellent pas en te disant oui, bonjour, c'est pour une pepperoni, tu vois, c'est que t'as besoin de passer le encore. Parce que j'ai un problème avec mon mobile, ça marche plus. Vous êtes pas bon numéro, mais service client de free. Et t'as banni le terme de recherche free, du coup, j'ai exclu, j'ai restreint un logiciel service client pour pas avoir free service client. Et après, je bannis juste service client. Mais ça, on en parlera dans la prochaine conférence parce que c'est vraiment du technique pur. C'est comment je développe mes campagnes et j'analyse pour les optimiser derrière. Et déjà, le truc, c'est que si on ne comprenait pas bien dans quel cadre utiliser AdWords, ça ne sert à rien de créer des annonces, en fait. C'est ce que je voulais vous expliquer à travers la conférence. D'aller sur AdWords si vous ne savez pas pourquoi, où, comment, quand. Ça ne sert à rien du tout, vous allez dépenser de l'argent.
Mais si je comprends bien, pour faire de la prestation de service et s'adresser à des professionnels, donc B2B uniquement, AdWords n'est pas forcément la meilleure des solutions. Pas forcément. Ce serait Bing. Bing, c'est le bruit que ça fait quand tu déposes de l'argent après. Attends, est-ce que je l'ai bien écrit alors? Donc tu as Bing et Bing, voilà. Et puis après, il y a le référencement naturel. Donc bien travailler le site, bien travailler les mots-clés, etc. qui est dans le site. Mais t'as pas que ça. Si tu cibles des professionnels, tu gagnerais à te développer sur des réseaux sociaux type LinkedIn. Aussi, oui, non, tout à fait. Aussi. Non, mais, peut-être même plus que sur de l'Ads. Parce que c'est ce qu'a dit notre ami de Web2.net. J'ai oublié ton prénom, je suis désolé. Merci Régis. C'est ce qu'a dit Régis, c'est que le problème, c'est que sur certains trucs, quand t'as pas beaucoup de clics, bah tu payes tes mots-clés super cher. Donc tu gagnes à ce moment-là de développer une communauté sur les réseaux sociaux, parce que tu vas la cibler, ça va te coûter des fois moins cher, et surtout tu as une base que tu gardes sur la durée. Exactement, ouais. Non, donc c'est pour ça que ça prend... Là, il y a différents... En termes de communication, on va se lancer sur différents canaux de distribution. Mais il faut... Pas sur un. Non. Ou deux, c'est vraiment... Puis on n'en a pas parlé, mais tu as aussi l'ADS sur les marketplaces, on pourra te donner une explication, où tu vends sur Amazon, tu vends sur ces trucs-là, et tu peux payer pour faire de la pub, pour remonter sur ces trucs-là spécifiquement. Mais la stratégie dont je vous ai parlé là, c'est la même partout. D'accord ? Les termes CPA, CPM, CTR, CPC, vous allez les retrouver sur Facebook Ads, sur Twitter, sur Amazon, sur Etsy. Vous allez les retrouver sur tous ces sites-là, et la stratégie et le mode de fonctionnement est le même. D'accord. Il y a que les canaux qui sont un peu différents. Mais sur Amazon, vous pouvez faire du display, vous pouvez faire de la recherche, vous pouvez faire plein de trucs au final. Mais bon, c'est encore autre chose, et c'est... faudra peut-être qu'on fasse un truc sur plus global, parce que c'est compliqué de tout aborder. Mais oui, il faut pas... Enfin, toujours est-il que... Voilà, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier, tous les œufs dans le même panier, et il faut surtout avoir une bonne réflexion par rapport à... avant de se lancer et de se dire... C'est déjà la réflexion à nous. C'est ça. Et idéalement, la réflexion, il faut la mener avec des gens compétents. Donc je dis pas ça pour nous. Non, mais c'est vrai. C'est en dehors de ça, si vous avez quelqu'un qui bosse dedans ou machin. C'est juste que on peut pas être au champ et à la mine, et c'est compliqué de se dire je vais développer mon activité. Même moi aujourd'hui, quand on fait de l'audit global sur de la stratégie marketing, je vais pas tout seul en audit, j'emmène notre responsable advertising ou j'emmène notre community manager, parce que c'est compliqué d'avoir une vision d'ensemble de tous les canaux possibles. Et si on peut avoir tous les canaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais au moins se mettre sur les principaux. Non, tout à fait. Mais il faut déjà connaître sa cible et sur quels canaux, essayer les canaux sur lesquels elle va. Bah, c'est ce qu'on a évoqué. Ça, c'est ça. En fait, nous c'est des paramètres. Les paramètres, voilà, ils vont pas sur. Enfin, ils peuvent aller sur tous les réseaux, comme ils peuvent cibler plutôt un réseau qu'un autre. C'est ça. C'est quoi les paramètres ? Les paramédicaux. Ah, pardon. Ouais. Ok. Bah ouais, il y a une vraie... Et la solution de l'A/B testing, qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est aujourd'hui une valeur absolue quand on fait du marketing. Tester des petits budgets sur un petit canal et les comparer et faire ça sur 3 mois par exemple, et regarder à la fin qu'est-ce qui marche bien pour savoir où mettre tous les budgets. Enfin tous, une partie entre guillemets. Et comment vous splittez les budgets. Mais attention, cette donnée, elle dépend aussi de la temporalité, sur quel mois vous l'avez fait, etc. Ça prend en compte. Il y a tellement énormément de paramètres. De paramètres, exactement, que... Bien, c'est bon ? Merci. Bon. Merci à vous. Merci.